En 30 ans dans le monde, le nombre de personnes obèses a doublé. Pour être précis, il y a sur notre planète 1,4 milliard d'êtres humains qui sont en surpoids, dont 500 millions qui sont stricto sensu obèses. En pourcentage, on estime que 35% des adultes de plus de 20 ans sont en surpoids et parmi ces personnes, 1 sur 11 est obèse. C'est un fléau à l'échelle mondiale, fléau qui touche aussi les enfants. Près de 40 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent actuellement de surpoids. Quelles sont les principales causes de prise de poids? En fait, depuis quelques dizaines d'années, il y a de plus de gens en surpoids, donc d'obèses. Et les principales causes sont, premièrement, de bouger moins, parce que lorsqu'on bouge moins, nos muscles prennent moins le sucre qui est dans le sang, et ce sucre qui est dans le sang va dans les cellules grasses qui fabriquent de la graisse avec du sucre, avec notre sucre. La deuxième cause principale, c'est que nous mangeons des choses qui sucrent plus le sang. Évidemment, les Coca-Cola, les gâteaux, les pains blancs, alors qu'ils ne goûtent pas le sucre, le riz blanc et les pâtes le soir. Alors pourquoi les pâtes le soir, par exemple? C'est que lorsqu'on a mangé des pâtes le soir, on bouge rarement, on fait rarement de sport après, on regarde la télévision, on reste assis ou on va dormir, et donc ce sucre des pâtes a tout le temps de rentrer dans le tissu gras pour fabriquer de la graisse. Et donc on grossit la nuit en mangeant des pâtes le soir. Quelles sont les principales conséquences de l'obésité? L'obésité a d'innombrables conséquences au niveau de la santé, physique ou mentale, mais certaines conséquences sont très fréquentes. D'abord, l'hypertension. La plupart des gens qui prennent du poids commencent à faire monter leur tension. Quand ils sont très obèses, il est très rare de trouver des gens qui ont une tension encore normale. Cette hypertension a 2-3 conséquences terribles. D'abord, elle abîme les reins, ensuite, elle abîme le cœur et le système cardiovasculaire. Autre conséquence de l'obésité, c'est ce qu'on appelle le diabète gras, le diabète de type 2. C'est très différent du diabète de type 1, puisque c'est un diabète qui apparaît souvent quand les gens ont 30, 40, 50 ans, 60 ans, ont cumulé le surpoids, pour atteindre donc des surpoids très importants. Et la conséquence de cela, c'est que les cellules grasses qui commencent à se remplir beaucoup trop de graisse réagissent beaucoup moins à l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. La conséquence, c'est que les taux d'insuline dans le corps doivent monter, et que le pancréas, à un certain moment, n'arrive pas à suivre et n'arrive pas à faire 5 fois, 10 fois ce que fait quelqu'un de normal. Lorsque le pancréas n'arrive plus à suivre, apparaît ce diabète, donc la montée du sucre dans le sang, qui a des conséquences sur, entre autres, la vue, par exemple, et les reins, par exemple, aussi. Et évidemment, toutes les maladies cardiovasculaires. Parmi les autres conséquences de l'obésité, il y a, on pourrait dire, la conséquence psychologique. Les conséquences psychologiques, c'est que la qualité de vie étant diminuée, quelquefois l'estime de soi étant diminuée, les gens parfois qui cumulent beaucoup trop de poids dépriment. Or, le problème, nous allons le voir, c'est que nous l'avons peut-être déjà vu, c'est que la baisse du moral implique souvent qu'on a envie de manger un peu plus de sucre. Et donc ce sucre, évidemment, fabrique de la graisse. Donc on est là dans un cercle vicieux. On essaye de recadrer en informant, c'est important d'informer bien sûr les adultes, les parents, les enfants eux-mêmes, mais également en jouant sur l'offre alimentaire. La nutrition, c'est ce qui rentre, c'est l'alimentation, c'est également ce qui sort, c'est l'activité physique. Et c'est l'équilibre entre les deux qui peut permettre aujourd'hui de lutter contre le surpoids et l'obésité. La communication vise à donner des conseils pratiques pour montrer qu'il y a des trucs et des astuces pour s'alimenter bien, pas trop cher. Et d'un autre côté, on joue sur l'offre alimentaire de manière à ce que les produits les moins chers soient de meilleure qualité nutritionnelle possible. Alors, on donne des recommandations qui sont pratiques. Quand on dit manger des fruits et légumes, c'est bien sûr frais si on peut le faire. C'est également en conserve ou surgelé, ça a la même qualité nutritionnelle, un coût et donc une accessibilité de nature différente. On essaye également de jouer avec les industriels et c'est tout l'intérêt des chartes d'engagement. Il y a une marge de manœuvre possible pour les industriels pour aujourd'hui faire des produits de très bonne qualité gastronomique avec un très bon goût et qui soit un petit peu moins gras, un petit peu moins sucré ou un petit peu moins salé. L'interdiction de la publicité dans les émissions télévisuelles destinées aux enfants, on sait que ça n'est pas totalement efficace à elle seule, mais c'est légitime de le faire pour que ce soit cohérent avec tous les messages que l'on donne. C'est sûr que ce type de mesure, comme souvent en santé publique, se heurte à des intérêts, des enjeux
économique, ce qui fait que les lobbying parfois sont capables de bloquer cette mesure qui obligatoirement arrivera un jour, et il y a déjà des entreprises qui se désengagent d'eux-mêmes, et s'ils ne le font pas, je crois qu'en effet ce sera salutaire pour tout le monde, et notamment pour la situation nutritionnelle de nos enfants, que ce type de mesure puisse être placé sous forme d'une régulation obligatoire. Ce que l'on peut vraiment noter, c'est qu'il y a eu des avancées dans certains domaines. Par exemple, si on regarde la consommation de fruits et légumes, on voit que l'objectif qui était fixé d'augmenter d'1/4 le pourcentage de consommateurs de fruits et légumes ayant un apport suffisant a été atteint chez les adultes. Malheureusement, il ne l'a pas été chez l'enfant, il n'a pas été dans toutes les couches sociales.